tout cas, moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet qui est quand même essentiel. Donc, moi, c'est la négociation de salaire. On va pas forcément dire au féminin, on va dire négociation de salaire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Amélie Fabre-Guité, je suis la fondatrice de Talent Management. On fait plein de choses. On fait du conseil RH, de la formation et de la marque employeur avec les entreprises sous l'enseigne Madircom. On accompagne les étudiants et les jeunes diplômés avec l'enseigne Pick My Career. C'est pour ça qu'on est là avec vous aujourd'hui. Et on sensibilise aussi les entreprises sur toute la partie employabilité des plus de 45 ans parce que c'est aussi une population très discriminée. Donc, ça fait beaucoup de sujets sur lesquels on milite, mais on adore ça. Donc, je passe ma vie sur LinkedIn, comme vous pouvez vous en douter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour parler de la négociation de salaire aujourd'hui où j'ai cité l'IPAG. Et c'est parti parce que je sais qu'il faut que je tienne absolument le timing et comme c'est un sujet qui me passionne, on pourrait rester jusqu'à 18h tellement j'adore ce sujet. Allez, quand souvent en entretien, et je l'ai même fait moi quand j'ai fait plus de 20 ans de recrutement auparavant, quand on vous dit chez nous le salaire il est de 30, 40, peu importe, et qu'on vous dit derrière ça vous irait, eh ben la plupart des femmes me répondaient à chaque fois oui. Tandis que quand je posais la même question à un homme, automatiquement, il cherchait à négocier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Hop, je vais accepter Tiffany qui vient de nous rejoindre. Te dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une femme, elle est toujours d'accord avec le premier salaire qu'on est en train de lui donner, lui proposer, et l'homme, il dit toujours, alors c'est intéressant, merci, mais moi, j'aurais pensé plutôt à ça. Et il est absolument pas peur de la confrontation ni de la négociation. Donc, je me dis qu'il faut absolument que les mentalités changent parce qu'on n'a pas cette habitude à négocier notre premier salaire. Qu'on soit jeune diplômé ou qu'on soit en revalorisation ou qu'on change de poste, peu importe, mais négocier son premier salaire est essentiel parce que sinon, le temps qu'on va passer à essayer de rattraper l'écart qu'on prend en début de carrière, il est phénoménal et surtout qu'il se prolonge. J'ai quelques chiffres qui font assez mal. On va se rendre compte à quel point plus ça dure dans le temps et moins on arrive à rattraper cet écart. Donc, il faut vraiment arriver à changer ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peur de parler rémunération? Il y a plusieurs choses. Un, c'est l'éducation. Clairement, on ne va pas se mentir, on n'a pas été éduqué à parler argent. Parler argent, c'est mal. Dire qu'on a de l'argent, c'est mal. Comme c'est marqué là, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Faut pas trop demander, faut rester discrète. Et donc, on a eu toute une éducation, et même encore maintenant, qui fait que quand on est une femme, parler argent, ça fait vulgaire. Vous avez d'ailleurs beaucoup d'hommes qui trouvent que quand une femme se met à négocier ou à parler argent, c'est vulgaire. Par contre, quand un homme le fait, oh non, c'est normal. Donc, il y a même des stéréotypes et des préjugés qui sont derrière cette idée de pouvoir négocier sa rémunération. Et puis, il y a le manque de confiance en soi parce que quand on se dit, oui, mais si je négocie, si je suis trop gourmande, il va me rejeter ou si je demande ça et que ça passe pas, il va m'injecter du process. En fait, on a toujours peur de se dire, oui, mais peut-être que. On n'arrive pas à prendre conscience de notre valeur, de dire, non, en fait, le prix du marché, c'est ça. Donc, il n'y a aucune raison que je me rabaisse. Alors, il peut y avoir aussi des contraintes familiales. C'est qu'à un moment donné, si on se retrouve seul avec des enfants, on se dit oui, mais il me faut absolument un boulot, donc je suis prêt à négocier. Le truc, c'est que derrière, ils le savent très bien, potentiellement qu'on en a besoin, et ils vont jouer dessus. Moi, en recrutement, j'ai eu énormément d'entreprises qui m'ont dit oui, alors par contre, si c'est une femme, on va baisser la rémunération. Je me le disais à moi, enfin une femme. Donc, je me disais attendez les gars, c'est juste pas possible. Déjà, la rémunération, on l'affiche sur l'annonce, et de deux, on va pas varier qu'on varie en fonction de l'expérience, qu'on est quelqu'un qui en est plus ou moins OK, mais en fonction du genre, c'est juste pas possible. Donc là, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Donc là, vous allez me dire, OK, Amélie, c'est bien mignon tout ça, mais nous, on a quand même fait une école de commerce, on a quand même été formés à la négo. Ouais, sauf que, et Daphné le disait au démarrage, selon la dernière enquête d'insertion de l'IPAG, l'écart de salaire entre une femme et un homme est de 20%. 20%, c'est juste énormissime, 20%. Après, je suis partie, je me suis dit, OK, alors ça, c'est les stats de l'IPAG. Maintenant, on va aller voir sur le marché du travail de manière générale. Hop, je vous les montre. D'ailleurs, oui, je vais d'abord commencer par ces trois petits chiffres que j'ai trouvés. Je crois que je les ai même ajoutés ce matin même. Oui, Chloé, c'est énorme comme stat. Là, en début de carrière, on sait qu'il y a un écart de salaire assez important entre les hommes et les femmes, mais il est
a priori relativement faible. Là, c'est une étude, donc c'est de l'INSEE qui est sortie là-dessus. Pour les moins de 25 ans, d'après vous, on est sur un écart. Alors, pour un poste en équivalent temps plein, est-ce qu'on serait sur un 4,3% d'écart, un 8,2% ou un 12,4%? Faites vos jeux. Qu'est-ce que vous pensez, à votre avis? Ça pourrait être lequel d'écart? On part sur 12,4 peut-être déjà. Alors, au taquet, là, déjà 12,4. Vous êtes tous d'accord pour le 12,4? Oui. Ok. Ok, bon, on est sur du 4,3. On n'est pas encore non plus au taquet du taquet, mais ça reste quand même important. C'est-à-dire qu'en début de carrière, en règle générale, on est autour de 4,3%. Mais alors, tu vois, excuse-moi, mais moi, l'enquête d'insertion, je la fais sur les 3 promotions sortantes. Ouais. Donc, elle est de 20%, quoi, à l'IPAG. Ouais, c'est pour ça que qu'à l'IPAG, c'était énorme quand tu m'as donné le chiffre. Mais oui, c'est pour ça qu'on voulait que tu interviennes. Je trouvais ça juste incroyable, c'est-à-dire comment c'est possible d'avoir un écart aussi important. Ça dépend vraiment les filières, bien évidemment. Mais... Oui, parce qu'on va le voir après, effectivement, les femmes ont tendance à aller sur les filières qui sont les moins rémunératrices. Donc, quand on reste sur des postes équivalents, c'est-à-dire les mêmes métiers dans les mêmes secteurs, il y a toujours un écart. C'est le fameux 4,3%. Après, si on prend de manière générale, si on prend peu importe tous les métiers confondus, c'est là où l'écart est le plus important parce que les femmes allant vers des métiers moins rémunérateurs et les hommes vers des métiers plus rémunérateurs, l'écart se creuse énormément. Mais là, les 20%, c'est dans les mêmes filières. Donc, c'est quand même problématique. Donc, il va falloir que je reprenne tout le monde en main pour négociation en fin d'année parce que c'est juste pas possible. D'autant plus que quand on démarre avec un écart qui est aussi important, le rattraper, mais les personnes vont mettre des années à le rattraper. Même si elles changent, alors elles peuvent arriver à rattraper et à réduire un peu l'écart en changeant d'entreprise, sauf qu'on a toujours cette mauvaise manie dans le recrutement, c'est demander les anciennes fiches de paye, combien vous gagnez avant, alors qu'on peut, en soi, ça peut être un nouveau métier, un nouveau secteur, il n'y a pas besoin de comparer avec un ancien salaire. On est payé pour quelque chose qu'on va faire dans le futur, pas pour quelque chose qu'on a fait dans le passé. Donc normalement, on ne devrait pas, et puis même c'est illégal, de demander les anciennes fiches de paye. Il y a encore des entreprises qui demandent ça? Sûr. Tu as encore plein de cabinets de recrutement qui le font. Ah oui. Michael Page, pour ne pas les citer, c'est la première chose qu'ils te demandent en entretien, c'est tes anciennes fiches de paye. Donc, tu as énormément de cabinets qui le font, tu as énormément d'entreprises qui le font, alors qu'en fait, c'est totalement illégal et qu'il n'y a pas à le faire. Donc après, il faut répondre, écoutez, je préfère qu'on se concentre sur la rémunération que vous proposez par rapport aux missions et par rapport aux besoins que vous avez, plutôt que je vous parle de mon ancienne rémunération. Parce que forcément, il n'y a pas forcément de corrélation. Donc, c'est arrivé à vendre, moi, je vous vends du futur, je ne vous vends pas mon passé. Même si c'est grâce à mon passé que vous me recrutez. Mais vous me recrutez pour mon potentiel, en fait. Et donc, c'est ça qui va être aussi important. Encore une fois, c'est l'aplomb qu'il faut avoir pendant les entretiens, ne jamais avoir peur de recadrer un recruteur. Tout ça, c'est de l'entraînement parce que au début, quand on a un recruteur qui insiste, on ne sait pas forcément quoi faire. Et donc, c'est ce qui va faire que il va prendre l'ascendant et au moment de la négociation de salaire, on va être cassé en deux. Milieu de carrière, à partir de la quarantaine, l'écart augmente aussi. Alors, d'après vous, est-ce qu'on est à 8%, 13% ou 17%? On passe à 13, non? On passerait à 13. Donc, on était à 4,3 au début. Effectivement, on passe à 13. Alors, ça peut avoir l'écart des 13% qui commence du coup à être considérable. Il peut venir de quoi, à votre avis? Qu'est-ce qui peut bien nous arriver entre 30 et 40 ans? Il y a les enfants qui arrivent. Il y a les les fameuses enfants. Voilà, la maternité, donc ça va forcément limiter, alors forcément, non, ça ne devrait pas, mais dans la tête de beaucoup d'entreprises, ça limite toute la partie opportunité professionnelle qu'une femme peut avoir. On a beaucoup moins de promotions puisqu'on a fait ou qu'on est en train de faire des enfants, et les entreprises nous écartent de toute la partie promotion interne et il va plutôt valoriser les personnes qui sont présentes, comme si subitement faire des enfants nous ôtait des neurones et nous empêchait de faire une carrière. Et puis après, on arrive à la fin de la carrière. Donc là, on va être plutôt sur des personnes qui ont au-delà de 50 ans, 55, 60 et plus. On va même commencer à 55. Là, l'écart est tout aussi important. Donc, on a fait 4,3. Là, on passe à 13. D'après vous, de combien les femmes gagneraient moins que les hommes? Parce
On serait à 15,3. 25%, quoi, 25, 24,9. Ouais, eh ben ouais, 24,9. En fin de carrière, à passer 60 ans, c'est 24,9% de moins qu'un homme. Encore une fois, à temps de travail équivalent. C'est pas forcément à travail équivalent, mais en tout cas, c'est à temps de travail équivalent. Et c'est pour ça que l'écart est vraiment important. Pourquoi? Parce que souvent, après avoir fait des enfants, après avoir éduqué les enfants, c'est-à-dire qu'on a fait des congés sur 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on a reconduit, si on a eu des enfants. Moi, je connais plein de femmes qui, pendant 20 ans, se sont arrêtées pour éduquer les enfants. Sauf que, passé la quarantaine, quand monsieur s'en va avec une plus jeune et ses valises, il laisse madame dans un appart vide avec les enfants et il faut que madame retrouve très rapidement du travail. Ça, c'est le quotidien d'énormément de femmes, malheureusement. Le problème, c'est que comme on n'a pas eu de culture, on n'a pas été éduqué à l'argent et aux finances, à comment on peut mettre de côté, il faut aussi retrouver du travail rapidement. À un moment donné, les femmes vont aller beaucoup plus facilement vers des emplois à temps partiel, donc forcément beaucoup moins rémunérateurs, ou vont accepter rapidement un emploi à temps plein, mais qui n'a absolument rien à voir avec leurs compétences, leur savoir-faire, leur formation qu'elles avaient pu réaliser. Même si elles se lancent dans une reconversion, elles seront toujours lésées au final. Donc, c'est quand même une femme senior environ va toucher en fin de carrière, donc autour des 60 ans, 2 829 € net par mois, alors qu'un homme va toucher 3 766 €. Donc, ça aura forcément un impact sur la retraite, tant qu'on en a, mais tout ça se joue et tout ça est ultra important. Donc, avoir cette culture financière, elle est indispensable. Il faut vraiment qu'on apprenne rapidement à parler argent, pas que rémunération, mais vraiment argent. Il y a plein de TikTok qui circulent sur justement la répartition aussi de la rémunération dans le couple. On dit souvent que la femme repart avec juste les pots de yaourt, parce que en gros, comme c'est elle qui a payé les courses pendant que monsieur payait le crédit de la maison, elle repart avec rien. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en considération pour soi, pour ses enfants, pour vos nièces, pour les cousines, pour tout le monde, parce que c'est vraiment important. Donc voilà, on a 3 chiffres qui sont importants, 4,3, 13 et 24,9, donc quasiment 25. Même si il y a des choses, on a vu une amélioration sur les années en cours. Quand on regarde les chiffres sur l'INSEE, on va dire entre 2015 et 2025, ça a quand même réduit l'écart. On a dû gagner, je crois, entre 2 et 4%. Donc, on y arrive tout doucement, mais voilà, ça met un petit peu du temps. Donc, la première chose à faire quand vous avez envie de travailler votre rémunération, c'est de déterminer votre valeur sur le marché. Donc, on va faire deux choses. C'est à la fois réfléchir à qu'est-ce que je vaux moi sur le marché, et deux, c'est qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise. Et ces deux choses-là, ça va vous donner une rémunération. Donc, on va observer autour de soi. On a sur les sites emploi de plus en plus, et puis de toute manière, dans pas longtemps, je crois que c'est dans moins de 2 ans, les entreprises auront l'obligation de mettre la rémunération sur les annonces. Donc déjà, ça devrait aider, mais de plus en plus d'entreprises commencent à le faire. Vous avez les statistiques, vous avez sur le site de l'APEC, vous avez les informations, vous avez un outil en ligne qui vous permet de calculer votre rémunération par rapport à un métier, par rapport à votre localisation. Donc, ça vous donne déjà une idée de combien le marché est prêt à payer par rapport à un métier. Vous avez les alumni, alors même si ceux-là, ils ont eu 20% d'écart, on ne va pas leur demander tout de suite, mais déjà avoir une tendance. Alors, quand vous faites les alumni, faites pas que les alumni femmes, parce que sinon, vous allez voir une prétention à la baisse. Faites tout type d'alumni. Comme ça, vous allez voir aussi, en fonction de la localisation, en fonction du métier, combien potentiellement il est payé. Donc ça peut être intéressant. Vous avez des sites comme Indeed, Glassdoor, qui permettent d'avoir des informations. Sur Glassdoor, vous avez les collaborateurs ou les anciens collaborateurs qui partagent énormément d'informations. Vous avez les enquêtes de rémunération que chaque année, les cabinets de recrutement proposent, donc que ce soit du Robert Half, du Michael Page. Vous les trouvez tous assez facilement sur Google. Vous tapez juste études de rémunération 2024. Là, potentiellement, ils en ont peut-être déjà sorti celle de 2025. Et vous allez avoir sur la première page de résultats de Google toutes les études. Vous y avez accès gratuitement. Et l'idée, c'est de faire un benchmark en disant, OK, en fonction de plein de critères, je sais combien je vaux sur le marché. Ça, c'est vraiment indispensable. Et donc, les différents critères, ça va être quoi?
Ça va être l'âge, forcément, le niveau d'expérience plus que l'âge. Est-ce que vous avez entre 2 ans, 5 ans d'expérience, entre 10 ans et 15 ans d'expérience ou au-delà de 15 ans d'expérience? En fonction des métiers, on va voir qu'il y a des petites nuances. Vous avez la ville, on n'est pas payé la même chose à Paris, à Toulouse ou à Quimper. D'ailleurs, sur l'enquête de rémunération de Michael Page, en premier sur le tableau, ils mettent la rémunération en région parisienne. Et après, à côté, à chaque fois, vous avez le petit tableau avec les équivalents dans les autres régions. Vous avez le secteur d'activité. Ça aussi, c'est important parce que si vous changez de secteur d'activité, vous devez vous rendre compte que la rémunération n'est pas la même. Là, j'ai pris l'exemple pour des métiers dans le commercial, que ce soit en informatique, dans la distribution, dans le luxe ou dans le conseil, c'est pas la même rémunération. Alors, vous allez me dire, ah, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Oui, mais même si c'est entre 2 000 et 5 000 euros d'écart, c'est toujours ça, en fait. Donc, il faut vraiment être bien aligné sur combien ça paye dans ce secteur d'activité, ne pas hésiter à aller sur la fourchette haute parce qu'on sait automatiquement qu'en entreprise, ils vont se mettre à négocier. Donc, on ne démarre pas sur le prix plancher, c'est pas possible. On a la taille de l'entreprise. Si on veut travailler dans un grand groupe, dans un cabinet de conseil, dans une TPE, forcément, c'est pas le même type de rémunération. On n'a pas les mêmes, l'entreprise n'a pas les mêmes possibilités. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Et puis, on a vu, si on est un homme ou une femme, on n'est pas payé pareil. L'INSEE avait sorti des chiffres là récemment. Donc, on était sur, en 2024, l'écart salarial global entre les femmes et les hommes à temps plein était de 22% et de 14% pour les emplois à temps partiel. Donc, même quand elles sont à temps partiel et qu'un homme est aussi à temps partiel, il gagne aussi quand même plus qu'elle. Donc, c'est l'écart des 22%, c'était vraiment dédié sur tout métier confondu. Mais par contre, on se rend compte effectivement que les femmes sont énormément représentées dans les métiers qui ne sont pas rémunérateurs. Ça représente au moins 6 emplois sur 10 parmi les moins bien payés qui sont occupés par des femmes. Et à l'inverse, elles ne sont que 4 sur 10 à être dans les métiers les plus rémunérateurs. Donc en fait, et c'est pour ça qu'on parle souvent de plafond de verre aussi en entreprise, parce qu'on essaye de pousser les femmes à aller vers des postes de cadres dirigeants, voire même d'ouvrir leur entreprise, donc de devenir des dirigeantes. Et c'est pas quelque chose qui est facile parce que on sait que accéder à de l'investissement quand on est une femme, c'est très compliqué. On a toujours beaucoup de stéréotypes masculins autour de ça. Donc, il y a énormément de programmes qui sont mis en place. Vous avez notamment La Ruche qui propose des programmes qui s'appellent Les Audacieuses et qui propose justement d'accompagner les femmes. Je sais qu'ils ont un programme encore au-dessus. Donc, voilà, il existe aujourd'hui des programmes pour aider les femmes à se lancer et à aller au-delà de tout ce qui existe. Beaucoup d'entreprises commencent à mettre des programmes pour accompagner les femmes vers des postes de cadres dirigeants pour essayer de monter dans la hiérarchie. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je vous ai mis quelques petits écarts aussi par métier. Donc, pour un même métier, l'écart moyen, il est de 210 euros par mois, soit environ 2 520 euros par an. Si on est sur des métiers qui sont peu rémunérateurs, l'écart est assez faible. Par contre, si on va sur des métiers qui sont très rémunérateurs, on peut avoir jusqu'à 1 000 euros d'écart. Donc, encore une fois, c'est l'ancienneté. Les hommes vont souvent occuper des postes à haute responsabilité mieux rémunérés, le secteur d'activité. En fonction, là où il y a beaucoup d'écart, on a la finance. Il y avait au moins plus de 23% d'écart en finance entre les hommes et les femmes. Et par contre, dans les métiers, dans la com, c'est des métiers qui ne sont pas très rémunérateurs. Donc, la différence d'écart n'était pas énorme. Donc ça, encore une fois, c'est des éléments qui sont à prendre en considération. On voit énormément de jeunes filles qui, sorties d'école, veulent faire tous du marketing dans le luxe. C'est pas ce qu'il y a de plus rémunérateur. Donc, effectivement, c'est comment on peut aussi, dès l'école, dès le collège, dès le lycée, inciter les jeunes filles à aller vers des métiers qui sont rémunérateurs, vers des métiers porteurs aussi. Donc, on parle souvent des métiers autour de l'ingénierie, autour de l'informatique. D'autant plus qu'on sait d'après les stats que les filles sont des fois bien meilleures en mathématiques que les hommes, mais elles s'interdisent par la suite d'aller vers ce type de métier. Pourquoi ? Les stéréotypes, les préjugés, c'est tellement plus glamour d'être dans la com que d'être dans l'ingénierie. Du coup, c'est comment on peut arriver à pousser et à changer ce genre de choses. Vos prétentions à vous. Hop, je regarde, je vois qu'il y a des petits messages. Non, j'ai cru. Ah oui, oui, tu peux. Vas-y, Chloé, tu peux parler. Ouais, je voulais intervenir, mais comme je veux pas monopoliser.
Donc, plus l'espace. En fait, bah, ça tombe très bien que tu parles de ça parce qu'hier, j'étais donc à cette fameuse soirée et il y a vous devez sûrement connaître les Déterminés, donc Oui, l'association comment il s'appelle? Moussa Camara. Et dans les lauréats, il y avait un jeune homme qui a développé un genre de conseiller d'orientation en mode intelligence artificielle qui mettait en relation justement les compétences des élèves avec les métiers et les métiers en tension. Et bon, j'ai pas les détails, mais j'ai trouvé ça extraordinaire et hyper pertinent parce que, en effet, comme tu dis, euh, aujourd'hui, et en tout cas, ça a été mon cas, donc j'ai eu beaucoup de résonance, on s'est orienté vers une filière ou un métier parce que la culture, parce que la famille, parce que les stéréotypes. Et en fin de compte, non. Et aujourd'hui, bah, notamment dans les métiers du digital, il n'y a pas tant de femmes que ça, alors que, comme tu l'as dit, on n'a pas de raison, il n'y a pas de raison pas de technique. raison. Les métiers du Mm. web, hein, on le voit, il y a une association aussi, c'est pareil, ou les femmes de la tech, c'est se dire, bah, allez les femmes, allons-y, quoi. Il y a de la place, il y a moyen de s'éclater, de faire un chouette Ouais. boulot et d'être bien rémunérées. Mm, Et c'est effectivement, les femmes de la tech, elles essayent d'aller dans les collèges et les lycées pour mobiliser les jeunes, leur dire, allez-y, quoi. Donc mais c'est aussi lutter contre énormément de préjugés qu'ont les parents, de se dire, oui, mais ma fille, mm, elle va faire un métier d'homme. Se dire, OK, mm. on est encore en train de genrer les métiers en 2025. Ouais. Donc, Mm. il y a tellement de choses à réaliser et à faire pour faire bouger ça que je me dis, bah, il va falloir encore au moins 2 générations pour y arriver, C'est clair. minimum, quoi. La France compte sur vous. Le monde compte sur vous. Je vous mets pas du tout du poids sur les épaules, hein, pas du tout, mais presque. Imaginons, tiens, on va faire des petits jeux aussi ensemble. Si je vous dis quelles sont vos prétentions salariales, qui a envie de jouer? Bah tiens, Chloé. Imaginons, qu'est-ce que tu Attends, aimerais me je peux répondre à pas cette jouer tout question? le temps, moi. Ben, moi, Mmh. je suis pas en entreprise, je suis auto-entrepreneur et je suis sortie du système assez rapidement. Enfin, non, pas Ah, rapidement, justement. Euh, mais moi, j'ai pas de. Alors, j'ai pas de problème à négocier, et notamment mon salaire, mais c'est vrai que. si Bah, je sais pas. imagine, peu importe le montant que tu me donnes, Ok. tu dirais quoi? Le, le... Tu veux que je donne un montant précis, du coup? Parce que imagine que demain, tu dois retrouver un job de salarié dans une entreprise et tu es Ok. en entretien et le recruteur te dit, bah, quelles sont vos prétentions salariales? Alors, comme ça, à brûle pour point, c'est difficile parce que ouais, voilà, j'ai pas la situation, mais je pense que j'aurais étudié voilà, le poste, Ouais. comment ça s'appelle, tout ce que tu as dit en préambule, donc la fourchette moyenne, etc. Et j'aurais peut-être commencé par dire, bah écoutez, je suis peut-être pas là, je sais pas moi, responsable commerciale la moins chère de Paris, mais en revanche, je suis probablement une des plus compétentes, donc Probablement, forcément, pas sûre de toi, là. bah non, parce que j'ai quand même de l'humilité et qu'il y a d'autres gens, mais en tout cas, j'ai suffisamment d'aplomb pour dire que je suis très certainement plus compétente que beaucoup d'autres personnes sur ce poste. Ah, donc tu te compares aux autres. Ouais, pas bon? Pas bon. Ok, En entretien, on est centré sur soi. Là, ok, très bien. l'idée, c'est pas de. Et c'est souvent très féminin de dire, bah oui, mais je veux quand même rester humble et tout. Mais non, on est là Ouais. pour se valoriser, en fait. L'entreprise, si elle te Mhm. reçoit en entretien, c'est qu'elle estime que tu as les valeurs, c'est que tu as les compétences. Bien sûr. Ton CV a plu, donc elle dit juste, bah tiens, c'est quoi ton prix, en fait? Ok. Donc, imaginons que tu me donnes un chiffre, je sais pas, j'ai une bêtise, entre 40 et 50 000 euros, hein, on s'en Non, j'aurais fiche, eu ou plus. entre ou 60 à 70, enfin, Ouais. non, même 10 000 euros d'écart, c'est plus qu'une fourchette, là, pour le coup. Donc, on va Ouais. plutôt faire du 5-6K max. Euh, Ok. Potentiellement, l'entreprise pourrait répondre, bah, pour une jeune femme, je vous trouve bien optimiste, hein. Bah Peut-être bien déjà, entendu, hein. ouais, enfin, je suis juste un être humain, donc je vois pas ce que mon statut de femme vient faire dans Exactement. le Et ça, dans la discussion. c'est des phrases qu'on peut entendre très souvent. Ouais. Se dire, bah, tiens, pour une femme ou pour un jeune diplômé, il y a plein Mm. de petites phrases comme ça. Et ça, c'est plein Oui. de biais cognitifs Mm. que, en fait, les entreprises vont avoir, et, enfin,
que beaucoup de recruteurs ont. Alors, beaucoup de recruteurs se forment au biais cognitif, donc ça, c'est très bien. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment je vais argumenter, comment je peux répondre si demain, j'ai ce genre de personnes en face de moi, bourrées de biais, et moi aussi, je vais utiliser les biais. Donc, la première règle, ça va être de légitimer votre rémunération. Donc, les stéréotypes de genre, vous êtes les femmes, qui est souvent l'idée de se dire, tiens, une femme se montre souvent un peu plus modeste, et parce qu'elle n'a pas envie de se vanter de ses réalisations et que du coup, elle va avoir du mal à négocier. Ça, c'est clairement le syndrome de l'imposteur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en entretien. Si vous voulez réussir votre négociation de salaire, il faut réussir l'entretien. En fait, les deux sont liés. Si pendant tout la durée de l'entretien, vous n'êtes pas valorisé, il y a eu j'ai un peu aidé, j'ai fait des petites choses, là, quand à un moment donné, tu as dit, je suis probablement… L'idée, c'est d'avoir que des mots ultra positifs où vraiment on ancre dans le discours et dans la tête de l'interlocuteur qu'on est quelqu'un de compétent. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle on a été contacté. C'est que eux aussi nous trouvent compétents. Et en fait, si on est sûr de soi et qu'on utilise aussi des petits biais cognitifs que je dis positifs dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on les utilise aussi à notre avantage, en fait, on va influencer positivement le recruteur pendant tout l'entretien. Il va se dire, OK, cette personne, elle est vachement bien pour telle et telle raison. Quand on va demander une rémunération à la hauteur de toutes les compétences qu'on a énumérées, ça va paraître ultra légitime. Par contre, si on a un peu minimisé nos compétences parce que on veut rester humble et que c'est pas notre truc de nous valoriser à gogo, quand on va vouloir annoncer le juste prix de notre rémunération finalement, qui est le prix du marché plus le prix de nos compétences, l'autre va dire attends, elle est beaucoup trop chère en fait. Oui, parce que le discours n'est pas cohérent avec la somme qu'on est en train de demander. Et en fait, c'est très souvent cette raison qui fait qu'à un moment donné, on va dire non, nous, c'est pas du tout cette rémunération qu'on avait prévue. Ah oui, le cerveau se dit attends, il y a une différence de traitement entre l'entretien et la REM qu'elle me demande. Donc, c'est vraiment important d'arriver aussi à travailler sur l'entretien, à valoriser l'ensemble de ses compétences et à reconnaître que si vous êtes en entretien, c'est que vous avez des compétences et qu'il y a une raison en fait d'y être. On a un homme qui arrive, mesdames. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Nous accueillons Benjamin. Bienvenue, Benjamin. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de travailler à la fois le discours, la valorisation pour justifier naturellement de la rémunération. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, et on le voit aussi, et ça, on le voit beaucoup en entreprise, les femmes qui travaillent énormément, qui disent mais oui, mais de toute manière, ma compétence, elle va se voir. Mon manager va le repérer ou le recruteur va bien comprendre que je suis compétente. Si on ne dit pas les choses, typiquement, la personne ne va pas l'entendre, ne va pas le comprendre. Donc, il faut ne pas avoir peur de dire les choses comme si on parlait à un enfant, on parle à un recruteur, un RH, un manager, on parle à un enfant, il faut vraiment tout lui expliquer pour être sûr qu'il a compris qu'on est compétent et qu'on vaut le salaire qu'on va demander. Donc, déterminer le prix juste en fonction de vos compétences, c'est un petit exercice tout simple à faire. L'idée, c'est de faire le bilan de toutes vos expériences, stage, job saisonnier, alors c'est souvent pour les étudiants, mais tous les jobs, même en freelance, que vous avez pu faire, les missions que vous avez pu réaliser depuis que vous êtes diplômé, tout. Et pensez aussi en mode avec la méthode STAR, j'en parle juste après, mais d'arriver à toujours remettre dans un contexte que vous avez fait, d'expliquer les missions que vous avez réalisées et de justifier avec les résultats que vous avez obtenus. Encore une fois, ça va ancrer dans le cerveau de votre interlocuteur le fait que vous êtes compétent et vous lui donnez le schéma pour vraiment bien le retenir. Derrière chacune de vos expériences, vous allez mettre en avant toutes les qualités, le savoir-être, le réseau potentiellement que vous avez, les plus-values que vous pourriez avoir. Vous parlez plusieurs langues, vous êtes quelqu'un de visible, vous êtes quelqu'un qui avait tel ou X ou Y talent, ou je sais pas, peut-être que vous avez gagné des prix, peu importe. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, moi, j'ai tout ça, j'en suis fière parce que j'ai travaillé pour y arriver. Il n'y a pas de « non, mais c'est pas grand-chose ». Cette phrase l'éradique à vie de son vocabulaire, le « non, mais c'est pas grand-chose ». Si, vous avez travaillé pour y arriver, donc vous méritez qu'on vous dise « félicitations ». D'ailleurs, quand on vous dit « félicitations », il faut juste dire « merci ». Il ne faut pas rajouter un « oui, mais ». Non, il n'y a pas de « oui, mais », c'est juste « merci ». On accepte les compliments. Ça aussi, c'est un travail à faire pour derrière avoir un impact sur la rémunération. Donc, plus on arrive à travailler ça, plus on l'associe à l'enjeu et aux besoins de l'entreprise. Ça, c'est un autre point qui manque souvent à l'ensemble des candidats en entretien, c'est vous parlez de vous, mais vous ne faites pas le pont avec
de quoi a besoin l'entreprise. Quelle est la problématique de l'entreprise? Comment vous allez y répondre? Genre, pourquoi vous êtes là, justement? Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, voilà tout ce que j'ai fait, voilà tout mon parcours et voilà comment je vais pouvoir vous aider au quotidien. Voilà les projets sur lesquels je vais pouvoir travailler avec vous, voilà les outils avec lesquels on va pouvoir travailler, voilà les résultats qu'on va pouvoir obtenir dans 3 mois, 6 mois, 9 mois. Il faut se projeter dans l'entreprise, encore une fois, pour que l'entreprise se souvienne davantage de vous à la fin de l'entretien par rapport à d'autres concurrents qui ne seront pas dans la projection et donc on va effacer de notre mémoire beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, la méthode STAR, c'est encore une fois l'idée de se dire, je vais valoriser chacune de mes expériences. Donc ça, c'est tout le travail qui doit être fait en amont dans la partie entretien pour vraiment arriver à légitimer et à valoriser avec des mots forts, des mots positifs, dire voilà, un tel m'a fait confiance, il m'a mis sur telle mission qui ne faisait pas partie de mes prérogatives au début, j'ai pu réaliser telle et telle chose, je m'y suis pris de telle et telle manière, j'ai collaboré avec un tel et un tel pour y arriver et le résultat que j'ai obtenu, c'est ça. Et grâce à ça, ça m'a permis, je sais pas, d'évoluer vers tel type de poste, vers tel type de mission, j'ai rebondi en proposant telle chose, ça a beaucoup plu à ma direction. On valorise. Parce que les résultats, c'est pas forcément que des résultats chiffrés, c'est aussi, ça a beaucoup plu à ma direction, mon manager m'a félicité, les équipes ont adoré que je travaille sur ce projet. On montre à quel point on est quelqu'un de compétent et on est quelqu'un qui est apprécié aussi au sein de l'entreprise par l'ensemble des partenaires, qui soient internes ou externes. Plus on met ça en avant pendant l'entretien, plus au moment de la négo, en fait, c'est ultra facile de dire, c'est pour toutes ces raisons que j'ai déjà énumérées, voilà la valeur que je vaux aujourd'hui. Et voilà comment, et parce que je vous ai expliqué comment je vais faire grandir votre entreprise, donc ma rémunération est légitime. Pour en avoir conscience, d'où l'importance d'avoir confiance en soi aussi, parce que si vous manquez un peu de confiance en vous, effectivement, ça va être difficile d'arriver à légitimer le discours. C'est un entraînement, hein. N'hésitez pas à vous entraîner devant un miroir, ça fonctionne très bien aussi. D'être à l'aise de plus en plus avec les phrases pour aller de plus en plus loin. Donc, la négo de salaire doit sublimer toute la phase d'entretien. Donc, on évite les phrases quand on vous pose la question de la rémunération. Non, j'y ai pas pensé, le plus possible. J'ai déjà entendu au moins le SMIC. Alors, celle-là, à chaque fois, je tombe de ma chaise. Ou les gens qui disent, je sais pas, je n'y ai pas vraiment pensé. On ne peut pas venir à un entretien sans avoir pensé à sa rémunération. Ou alors, on postule dans une association pour faire du bénévolat. Donc là, effectivement, il n'y a pas de question de rémunération. Mais sinon, c'est automatique. Ça fait partie de l'entretien. C'est comme si on vous posait la question, présentez-vous, parlez-moi de vos anciennes expériences. C'est la même question de la rémunération. C'est une question à part entière de l'entretien. Donc, il faut la préparer. Et ces phrases-là, c'est le florilège de ce que j'ai déjà entendu. Hein, donc, on prépare l'annonce, donc l'art et la manière dont on va annoncer la rémunération. Si vous voulez avoir les chiffres en tête, vous avez le site Salaire Brut en Net qui vous permet de dire, OK, moi, je veux du 30, du 40, du 50, du 60. OK, ça fait combien parce que vous allez me dire, oui, je vais parler en net. Non, on parle en salaire brut annuel en entretien. Donc, pour avoir une idée, vous travaillez vos fourchettes, vous dites, OK, ça, c'est le minimum que je vais avoir. On ne travaille pas son max parce qu'il n'y a jamais de max, hein, mais on travaille au moins le minimum. Ça, c'est le prix plancher en dessous duquel je ne me déplace pas, je ne vais pas travailler. Et donc, après, on fait tous les échelons en disant, OK, dans le secteur d'activité, c'est cet échelon, entre cet échelon et cet échelon que ça fonctionne. Donc, je vais commencer un peu haut pour après redescendre au moment de la négociation. Parce que je vais me dire oui tout de suite, bon, pourquoi pas, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, ça, c'est vraiment important et c'est un petit outil qui peut vous aider. La phrase que j'ai très envie d'entendre si demain un recruteur vous dit quelles sont vos prétentions salariales, c'est celle-là. Compte tenu de nos échanges et de vos besoins, on rappelle que l'entreprise a un besoin. On n'est pas juste là pour quémander une rémunération, on est là pour répondre à une problématique d'une entreprise. C'est pour ça qu'on vous embauche. Hein. Donc, c'est compte tenu de nos échanges et de vos besoins, mes prétentions sont alors j'ai mis une fourchette comme ça, 34 à 39. Vous pouvez annoncer un chiffre rond, du 40, du 43, du 47, vous pouvez, et vous pouvez aussi faire une fourchette. Moi, alors souvent, les gens me font des fourchettes entre 35 et 40. Je trouve que psychologiquement, 34-39, c'est plus facile et ça perturbe un peu le recruteur qui a tellement l'habitude des fourchettes assez rondes qu'en partant sur du 34-39, du coup, on a beaucoup plus de facilité à aller vers justement du 39 que vers du 34. Et bien sûr, vous annoncez votre rémunération hors primes et avantages. C'est important parce que les primes, c'est ce que vous négocierez
après. Et on termine par la petite question, le « qu'en pensez-vous » Pourquoi ? Parce que très souvent en entretien, dès lors qu'on commence à vous demander une question sur votre rémunération, ça devient tout rouge, ça commence à être gêné, ça se replie sur la chaise et ça balance un chiffre très vite en disant « c'est bon, j'ai donné mon chiffre, on peut passer à une question suivante ». Non, on prend son temps. C'est une question à part entière. Donc, on échange, voilà, compte tenu de nos échanges et de vos besoins. Mes prétentions sont de 34 à 39 hors prime. Qu'en pensez-vous ? On veut l'avis de l'interlocuteur, on veut son avis en face. C'est-à-dire que sinon, le RH va grignoter la rémunération sur le bout de papier et va enchaîner sur autre chose. Mais vous devez savoir si vous êtes dans les clous ou pas. Donc, à un moment donné, c'est le « qu'en pensez-vous ?» Ça permet de dire « OK, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ?» Donc, ça va être « OK, très bien, c'est dans la fourchette qu'on avait prévue. Parfait. » Ça veut dire qu'on peut enchaîner d'autres entretiens et on peaufinera après la discussion. Mais à la fin du premier entretien, on sait déjà si on est dans les clous ou pas. Ou alors, la personne va tout de suite arriver « Non, vous êtes beaucoup trop cher pour nous. » Et là, on verra qu'on va continuer à questionner le recruteur. On ne va pas rentrer dans « Ah non, je ne suis pas trop cher, c'est le prix du marché. » Non, on est dans le questionnement. La phase de négociation de salaire, au démarrage, c'est énormément de jeux de questions-réponses. On cherche à comprendre l'autre et on cherche à lui faire comprendre des fois que sa logique n'est pas logique et toujours avec quelques petits biais cognitifs que je vais vous montrer. Qui a envie de jouer ? Soyez pas timide, mesdames. Bonjour, moi je suis arrivée un tout petit peu après et je commence à bosser lundi. Donc j'imagine que la Après négo a 15 mois, déjà donc, été du coup, je suis faite. hyper contente de voir ce que ouais, donc, Génial, mon Alix. contrat, mais alors du coup, je vais être hyper contente si ce point va être abordé aussi de la négociation une fois qu'on est en poste et peut-être des échelons suivants. Mais déjà, je me retrouve pas mal dans ce que vous avez dit. En fait, je me suis un peu prise au jeu de ce moment du salaire qui est quand même voilà, qui est désagréable pour moi aussi. Ouais. Et donc, je crois que j'ai réussi par moi-même à mettre en pratique certains des axes que vous Même. venez de donner. Donc, c'est super. Donc, je veux bien jouer si vous voulez. Avec grand Parce que plaisir. c'est peut-être la dernière fois pendant très longtemps, je l'espère, que je fais ce truc. Donc, Alors, faut pas avoir peur de la négociation ou du nouveau poste, parce que de toute manière, potentiellement, on peut aussi renégocier avant la fin de la période d'essai. Si on estime que c'est tout à fait valable. Okay. Alors, idéalement, je fais une aparté par rapport à ça. L'idée, c'est de se dire, tiens, si on était en phase d'entretien et donc de négo de salaire, si tu n'étais pas arrivé à ce que tu voulais obtenir, c'est-à-dire que l'entreprise te dit, non, nous, on peut vous proposer que 45 alors que toi, tu voulais du 50, et se dire, bon, OK, je veux bien faire un effort le temps de ma période d'essai, c'est-à-dire que je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi, on montre qu'il y a quand même une idée de négociation, de dire, si vous voulez, dans ces cas-là, on essaye de monter sur du 47 le temps de ma période d'essai. Et à la fin de ma période d'essai, si je suis validée, dans ces cas-là, je passe à 50. Et évidemment, ce n'est pas une poignée de main, c'est pas OK, on en reparle à la fin de la période d'essai, c'est noté noir sur blanc sur le contrat de travail. C'est-à-dire qu'automatiquement, dès lors qu'il y a validation de la période d'essai, la rémunération augmente aussi. Parce que sinon, c'est oui, on en reparle. Et moi, je connais des gens, ça fait 1 an qu'ils en reparlent. Hein. Donc, t'es bien qu'Alix le valide avant, quoi. Ouais, ça, normalement, c'est pendant l'entretien, effectivement. Bravo, Alix, le blanc. Félicitations pour ton nouveau poste. Ouais, merci, je suis contente. 15 mois de recherche. Si cette discussion n'a pas eu lieu, du coup, ce sera. Ouais, bon, je verrai dès qu'il y a une opportunité d'une enveloppe supplémentaire ou d'une prime, là, comme vous disiez tout à l'heure. Les primes, alors si tu n'as pas négocié de primes aujourd'hui dans le cadre de ton embauche, effectivement, c'est pendant la période d'essai, si tu te rends compte qu'on te donne des choses à réaliser. Ouais, ça c'est bon. Dire, OK, est-ce que là-dessus, on peut aussi associer des primes c'est motivant pour vous et pour moi, ça va vous garantir que je vais les exploser. Voilà, tu surjoues un petit peu ce moment-là pour qu'ils te définissent ta grille en disant, OK, voilà ce que tu dois réaliser. Et donc, derrière, c'est voilà la prime qu'on peut associer. Donc, tu as les primes de réalisation, tu as les primes de dépassement, mais tu as les primes aussi par palier. C'est-à-dire que si on te dit tu dois obtenir, je ne sais pas moi,
je dis une bêtise, plus 30% sur tel type de bon de commande avec un nouveau client, si jamais tu arrives à du 15 ou du 20%, qu'il y ait quand même un début de prime qui soit mis en place. Ok. C'est quelque chose que tu peux facilement demander. Et ça veut dire aussi qu'en prévision de ton entretien d'évaluation annuelle, donc ça c'est valable pour tout le monde, on prend des notes. Moi, je suis très papier-crayon et on note toutes les missions qu'on a réalisées, le délai imparti qu'on a mis pour les réaliser, les résultats qu'on a obtenus. S'il y a eu des mails où on vous a félicité, on les garde précieusement. Ça veut dire qu'au moment de l'entretien d'évaluation, dire OK, vous m'avez recruté pour réaliser tel type de mission. Voilà comment je les ai réalisés, voilà les résultats que j'ai obtenus. Entre-temps, vous m'avez aussi confié des responsabilités supplémentaires qui n'étaient pas du tout prévues au démarrage pour que je reste motivée et que j'ai toujours envie de perdurer dans ces responsabilités. Quelle est l'augmentation que vous avez prévue ou quelles sont les primes que vous avez prévues? C'est-à-dire qu'on va exiger, mais sans l'exiger, en disant vous avez prévu quoi pour que je reste motivée en fait. Ok. Ça fait pas partie de mes responsabilités de base. Donc ça, c'est tout un jeu effectivement de négociation, mais gardez bien les preuves pour avoir du contenu à présenter au moment de l'entretien d'évaluation. Ok. Alors, quel était le jeu? Quel était le jeu? Alors le jeu, c'est de se poser la question de quelles sont vos prétentions salariales. Imaginons, voilà, typiquement, on est en entretien et là, l'idée, c'est que tu me donnes une fourchette. Alors, tu me donnes la fourchette que tu veux, que tu aimerais dire au recruteur. Alors, moi, je faisais toujours une phrase un petit peu comme ça a été décrit. Je disais, voilà. Donc, parce qu'en général, cette question, elle arrive à un moment où les deux personnes se sont présentées. Ouais. Et les deux personnes ont quand même compris l'accroche et ont quand même, au-delà du papier, du CV papier, tout le monde a compris un peu pourquoi on se parlait à ce moment-là. Donc, du coup, je faisais une phrase qui disait, au vu du parcours que je viens de vous présenter, de mes expériences et de ma dernière expérience professionnelle, enfin, du niveau de poste de ma dernière expérience professionnelle. Comme vous avez vu, je me suis aussi préparée pour cet entretien et j'ai fait une étude de marché du poste qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai l'impression que 45-50, ça me semble être la bonne fourchette pour moi pour ce poste. Ok. Tu es un peu hésitante quand tu le… Ouais, c'est pas facile. Alors, exercice. Alors, imaginez en vrai. Mais oui. Je sais que c'est un exercice qui est très difficile. Encore une fois, par l'argent, c'est pas dans notre culture et c'est pas dans notre éducation très souvent. Donc, ok, donc tu m'as dit 45-50. Ouais. Imagine que moi, je te dise non, mais vous êtes beaucoup trop cher pour nous. Je suis étonnée. C'est pourtant ce qui me semblait. Avec ce que je vous ai dit, ça me semble être une juste valorisation. Après, comment se présente la structuration chez vous, quoi? Quelle est la fourchette que vous aviez prévue et comment est-ce qu'une évolution pourrait être envisagée? Donc, ça veut dire que tu es déjà prête à baisser ta rémunération puisque tu parles d'évolution. Oui, ça c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Encore une fois, l'idée, c'est de questionner avant de proposer des solutions. C'est-à-dire que toi, ta solution, c'est OK, dites-moi combien vous êtes prêt à me payer et comment je vais pouvoir évoluer pour essayer de revenir vers mon 45-50. Donc, ça veut dire qu'on peut limite te dire OK, chez nous, tout le monde démarre à 37. Et potentiellement, tu vas me dire oui et en me disant OK, on vous propose d'évoluer sous 2 à 5 ans pour arriver peut-être à vos 45 ans. Donc là, tu me diras OK, peut-être que c'est cool. Alors que du coup, tu perds 5 années à la juste rémunération. Là, l'idée, c'est qu'on questionne. Ah non, mais vous êtes beaucoup trop cher pour nous. Ta réponse du tac au tac, c'est très bien, je comprends, mais pourquoi pensez-vous que je suis trop cher? C'est à eux de se justifier. C'est pas à toi en tant que candidat de justifier de ta valeur. C'est à eux de justifier que leurs besoins ne correspondent pas à une réalité du marché. Et d'ailleurs, quand tu t'es présenté en disant j'ai préparé l'entretien, juste envie de dire encore heureux qu'elle a préparé l'entretien. Mais tu dis compte tenu de mon expérience, toujours rappeler aussi c'est compte tenu de leurs besoins, de la problématique à laquelle tu réponds. Encore une fois, si on est reçu en entretien, c'est pour répondre à un besoin de l'entreprise. Ils ont besoin de vous. Et s'ils vous reçoivent, c'est que le CV plaît. Donc, il y a forcément un match qui se fait. Donc, on se questionne. Pourquoi pensez-vous que je suis trop chère? Donc, c'est eux qui vont chercher à devoir légitimer vous êtes trop cher parce que vous avez déjà beaucoup d'expérience ou alors vous manquez de telle et telle expérience.
Ok, bah, je comprends pas. Je vous ai pourtant parlé de ça et ça. Ça faisait partie de vos préconisations. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment indispensable? On questionne, on questionne, on questionne. Jusqu'à ce que l'autre se dise, bah oui, peut-être que finalement, elle manque pas tant Alors, j'ai cru voir passer un message, j'ai entendu un petit bip. Sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer que je suis trop chère? C'est un peu cash, enfin, peut-être un peu trop direct. J'avoue que pour quelle raison vous me trouvez trop chère, ça veut dire qu'ils sont obligés de se légitimer. Après, le sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer que je suis trop chère, attention au mot affirmer qui peut être vu comme étant un peu agressif. Après, ça dépend de la personnalité. Hein. Ok, allez, je te garde avec moi. Donc, tu étais toujours dans les 45-50. Est-ce qu'on a des jeunes diplômés avec nous, là? Bon, tu as Aude Montpoué qui est toute jeune et normalement, il y a une promo 2024, je crois. Mais là, Est-ce que Aude aurait envie de jouer avec nous? Fatima me dit oui, 2024. Fatima. Allez, Fatima, Ouais, on joue Fatima, elle aime ensemble. bien jouer. Merci, Aline. Ouais, je veux bien jouer. Top. Alors, Fatima, dis-moi, quelles sont tes prétentions salariales? Mes prétentions salariales, j'estime qu'une fourchette entre 35 et 40 K conviennent pour ce poste de commercial sédentaire, d'autant plus que, comme je vous ai expliqué, j'ai de l'expérience dans l'informatique de par mes stages et mes années d'alternance. Et en plus, je suis dans la société avec vous depuis pas mal de temps. Et je pense aussi que mon profil correspond aux besoins puisque vous avez décidé également de me garder après ma période d'alternance. Attention, c'est pas mal amené, hein, tout ça. C'est pas mal amené. Attention au je pense. Le je pense réveille des fois un doute. C'est-à-dire, si tu penses que, ça veut dire que tu n'es pas certaine. Toi, une phrase genre, et j'imagine que c'est pour cette raison que vous m'avez gardé après en alternance, toi, amène plus de, bah oui, c'est une évidence. Si vous m'avez gardé, c'est que déjà, vous étiez content de moi. Donc, c'est mieux formulé que, bah, je pense que, non, non. Donc, tu m'avais dit combien, du coup? Entre 35 et 40. Entre 35 et 40. Non, mais vous êtes très gourmande, dites-moi. N'oubliez pas que vous êtes une jeune diplômée quand même. Et puis, tout le monde sait que l'alternance, c'est pas vraiment de l'expérience. Ça, c'est très souvent dit en plus en entretien. C'est exactement ce que vous m'avez répondu. Voilà. 20 ans après, c'est toujours les mêmes phrases qui sortent de la bouche des recruteurs. C'est désespérant. C'est exactement ce que m'avait répondu. Et j'ai perdu le combat. T'as perdu le combat? Oui, puisque j'avais pas eu la rémunération que je voulais. Et depuis, j'ai un peu du mal à rattraper la différence. Question, parce que du coup, tu avais fait ton alternance chez eux, enfin stage et alternance. C'est ça. Ils t'ont proposé de rester, mais ils t'ont moins bien payé. C'est ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon alternance en marketing. Et finalement, j'ai fini au poste d'ingénieur commercial. Et quand j'avais préparé mon entretien, en fait, j'avais été conseillée par l'équipe marketing. Et donc, de base, je n'avais pas les bonnes informations sur les grilles salariales. Et l'entreprise ne m'a pas du tout donné l'information a posteriori, comme quoi j'étais partie sur la mauvaise grille. Et c'est en parlant avec des collègues qui ont eu le même parcours en interne où je me suis rendu compte en fait que j'avais un énorme retard. Et après, depuis, c'est ma 3e année, donc depuis 2 ans, à chaque fois, tous les ans, je demande quand même une augmentation pour qu'ils s'alignent. La première année, on m'a dit que j'étais trop jeune. L'année dernière, on m'a dit que j'étais une jeune femme qui devait m'estimer heureuse. On t'a sorti ça, bien sûr. Et cette année, ils m'ont dit qu'ils vont peut-être essayer de rééquilibrer la balance. Mais en fait, j'ai dû exploser mes objectifs pour qu'ils considèrent le sujet, quoi. Ouais, donc très souvent, la femme va travailler genre 2 à 3 fois plus pour essayer d'espérer un petit peu plus. Question, est-ce que dans ton entreprise, vous êtes plusieurs à faire le même métier? Oui, mais je suis le seul profil jeune femme de moins de 30 ans à ce poste.
Alors, peu importe le genre et l'âge, je rappelle que ce sont des données discriminantes, mais ça veut dire que tu fais le même métier que du coup tes homologues masculins, sur la même zone géographique, sur les mêmes types de clients. Oui, c'est ça. Ok. Alors, aux yeux de la loi, je crois que c'est passé maintenant il y a au moins 2 ou 3 ans, tu peux aller demander au RH pour demander à connaître les fiches de paye de tes homologues masculins en disant « je soupçonne qu'il y ait une différence de salaire ». Et ils ont l'obligation maintenant de te montrer les fiches de paye anonymisées, donc juste en gros le net, pour arriver à légitimer que soit vous êtes tous payés pareil, soit effectivement revendiquer qu'il y a bel et bien un écart. Et encore une fois, l'idée, c'est de se dire, si je fais le même métier, le même type de secteur, qu'on a les mêmes compétences, on doit être payé de la même manière. Donc, et ça peut se finir au tribunal pour légitimer que tu sois payé plus. Donc, il y a plein de vidéos qu'on tournait. Au besoin, je t'enverrai l'info, Daphné, pour que tu la transmettes, avec l'article de loi qui dit ce genre de choses. Mais tu peux aller réclamer. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une avancée qui est quand même plutôt intéressante pour nous les femmes, pour arriver à légitimer notre rémunération. Et donc, c'est quelque chose que tu peux faire. Ma reco pour toi, Fatima, serait de commencer forcément à chercher ailleurs, logiquement, et de commencer à leur faire peur. C'est-à-dire que commence à passer des entretiens. Donc, l'idée, c'est le jour où tu as des entretiens, tu t'habilles un petit peu plus chic que d'habitude. Et potentiellement, tu prends un après-midi de libre pour aller passer des entretiens. Comme ça, tu leur montres, je teste un peu mon employabilité parce que je me rends compte que finalement, ma fidélité dans l'entreprise n'est pas rémunérée à sa juste valeur, que mes compétences ne sont pas appréciées. Ou alors, tu parles ouvertement des échanges que tu as eus avec d'autres commerciaux de d'autres entreprises qui ont des projets juste ultra intéressants et que tu dis, oui, effectivement, ce serait vraiment challengeant de les rejoindre. Je me dis qu'après 3 ans dans la même entreprise, un nouveau challenge, ça peut être stimulant. Et donc, de temps en temps, à la machine à café, lâcher des petites choses comme ça peut être pas mal pour leur montrer qu'en fait, non, t'as pas envie de laisser marcher sur les pieds pour gagner juste un petit peu, pour juste être payé à la hauteur de tes compétences et donc comme les autres. Donc ça peut être intéressant. Là, typiquement, effectivement, quand on dit « t'es une jeune diplômée, estimez-vous heureux pour une jeune femme », le truc que tu as pu avoir, c'est juste hallucinant. Ou la fameuse phrase l'alternance, ça compte pas pour de l'expérience. Ça, c'est tellement entendu trop souvent. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire que on n'ose pas légitimement. Alors ça, c'est de dire, écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que est-ce que c'est si on entend le mot femme, par exemple, vous êtes bien gourmande pour une jeune femme, on peut tout de suite leur dire, mais écoutez, je ne comprends pas, est-ce que c'est un discours que vous tenez aussi pour les hommes ou c'est spécifiquement pour les femmes? Et quand on dit ce genre de choses, c'est de le faire avec le plus beau des sourires, pour leur montrer qu'ils sont en train de faire un truc qui est juste pas du tout légal, ou alors leur dire, mais du coup, quel est le lien avec mes compétences? Parce que là, vous parlez de mon genre, mais on est d'accord que vous êtes là pour évaluer mes compétences. Encore une fois, c'est de leur rappeler ce genre de choses. Et si en plus ce sont des phrases qu'on te dit verbalement lors d'une réunion ou en aparté dans un couloir, toujours derrière, une fois que tu es en poste, là, comme dans ton cas, c'est faire un email au service RH, je ne sais pas s'il y a des syndicats à copier au syndicat, si c'est une entreprise plus grande, en disant, voilà, je m'étonne du propos qu'un tel a tenu dans le couloir, alors ou que j'ai eu lors de mon entretien annuel, où je demandais une augmentation de salaire et on m'a rétorqué, estime-toi heureuse pour une jeune femme d'avoir déjà la rémunération que tu as. Et du coup, t'offusquer de ce côté très discriminant et te dire, en plus, je suis quasiment persuadée d'être moins bien payée que mes homologues masculins et je crois savoir que c'est même illégal. Et si tu écris ça à la RH avec copie des syndicats ou autres, normalement, ça réagit, mais à l'instant T, quoi. Parce qu'ils n'ont pas envie que ça finisse en prud'homme. Donc, et encore une fois, c'est légitimer ta place. Faut pas avoir peur. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc, voilà, c'est des petites techniques à utiliser pour arriver à mettre en avant le fait que tu as le droit de négocier, tu as le droit d'avoir une rémunération plus importante. Une technique que tu peux utiliser, c'est aussi la technique de « vous êtes bien d'accord avec moi ».
C'est aussi la technique, c'est le fameux biais de confirmation. Encore une fois, l'idée, ça va être de se dire, mais vous êtes bien d'accord avec moi que le débat de la rémunération entre les hommes et les femmes ne devrait pas avoir lieu, n'est-ce pas? En fait, derrière le n'est-ce pas, où vous êtes bien d'accord avec moi, ils ne peuvent pas te dire bah non, 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 chez nous, on s'en fout, on paye les gens comme on veut. Ils vont forcément te dire bah oui, effectivement, on est d'accord avec toi, le débat ne devrait pas avoir lieu. Très bien. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une différence de rémunération entre les hommes et les femmes dans l'entreprise? Pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas payée à ma juste valeur par rapport à ce que j'ai réalisé? Au sein de votre entreprise, j'ai déjà plus de 3 ans d'expérience, 3 ans que vous avez apprécié, je performe aussi bien, voire mieux que d'autres personnes, et pourtant, ma rémunération stagne. Et pourtant, j'ai toujours droit à de la discrimination par rapport à ma rémunération. Du coup, c'est quelle solution proposez-vous? Et en fait, tu les mets devant le fait accompli de qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez pour remédier à ça? Et avec le côté, mais ultra ferme. Je sais que c'est pas facile, on a toujours peur de te dire, je vais me faire virer si je fais ça. Déjà, s'ils veulent te virer, il faut qu'ils lancent une procédure. S'ils lancent une procédure, toi, tu as du contenu aussi pour lancer une procédure contre eux. Et généralement, dans ces cas-là, c'est quand même l'entreprise qui perd. Alors oui, ça t'oblige à rechercher du travail, mais en tout cas, c'est aussi la charge mentale derrière qui est travaillée, parce que savoir qu'on est moins bien payé que d'autres personnes alors qu'on fait du très bon travail, ça veut dire que mentalement, à un moment donné, on peut s'épuiser très rapidement, alors qu'en fait, on ne mérite pas ça, quoi. Et on mérite tous d'avoir quand même un job dans lequel on s'éclate. Ça va ou je vous ai perdu en cours de route? Fatima, on est avec toi. Merci. Alix qui me dit un site qui propose une moyenne de salaire pour notre poste. Alors, il y a le site de l'APEC, il y a les cabinets de recrutement qui font des enquêtes rémunération, il y a des fois des infos sur Glassdoor. Mais en faisant déjà l'ensemble de ces 3 sites, tu arriveras à trouver la rémunération appropriée par rapport à ton poste. S'il y a besoin de d'autres conseils, même en aparté, Fatima, n'hésite pas. L'idée, encore une fois, c'est de t'aider à pouvoir obtenir la juste rémunération que tu mérites. Qu'on mérite tous. J'imagine. J'attends normalement un retour du comité salaire de cette année. Ok. Je vais voir après ce résultat, est-ce qu'ils ont tenu leur promesse ou pas. Voilà. Parce que là, leur promesse, c'est quoi? C'est de t'augmenter un petit peu? C'est de m'augmenter fortement, okay. Et qu'ils puissent s'aligner sur mon poste et mon niveau de responsabilité. En fait, ce qui se passe surtout, c'est que le collègue qui a un profil proche de moi, il a 3 ans d'expérience de plus que moi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en termes d'objectifs commerciaux, à chaque fois, ça ne se traduit pas. Parce que forcément, il a 15K de plus sur son salaire que moi. Mais en termes d'objectifs, c'est que ça représente que 100 000 € de différence dans notre métier, qui n'est pas énorme du tout quand on est sur des logiciels qui coûtent des millions d'euros. C'est un peu frustrant. C'est de ce point-là qui me frustre. Donc, ils ont conscience qu'il faut quand même t'augmenter. Oui. Ok. Et toi, potentiellement, tu connais des boîtes concurrentes qui pourraient être intéressées par ton profil? Oui, j'ai pas mal de chasseurs de tête qui me contactent sur LinkedIn. Donc. Ok. Juste pour le plaisir, et ça, c'est le fait de rester connecté à la demande du marché, ça, c'est un truc qu'il faut faire tout au long de sa vie. C'est ce que j'appelle le fait de tester son employabilité. Franchement, ça fait un bien fou au moral quand on va passer des entretiens, que ce soit dans des entreprises ou des cabinets, et qu'en fait, on est cherché, on est chassé, parce que ça veut dire qu'on vient nous chercher pour un poste, alors qu'on est en poste. Sachez d'ailleurs que les cabinets viennent toujours vous chercher quand vous êtes en poste et rarement quand vous êtes au chômage. Et donc, se dire, c'est juste, je teste mon employabilité pour voir quelle est ma valeur sur le marché, combien une entreprise est prête à me payer pour que j'aille travailler chez elle. Et ça va booster votre confiance en vous. Et 2, quand vous serez en phase de négociation avec votre entreprise, pour vous dire, vous savez, en ce moment, je passe quelques entretiens pour tester mon employabilité, parce que c'est quand même important de savoir ce que je vaux sur le marché. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même des entreprises qui sont prêtes à me payer tel et tel montant. Donc, je voudrais savoir, parce que moi, j'aime bien travailler avec vous, mais quel est l'effort que vous êtes prêt à faire pour me garder et pour que je reste aussi motivée plus que jamais? Et ça veut dire que vous venez avec du poids dans la balance en disant, les gars, vous n'êtes pas les seuls, en fait, à vouloir de moi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez me laisser partir à la concurrence ou est-ce que, au contraire, vous faites le nécessaire pour me garder? Et vu les difficultés de recrutement qu'ont les entreprises aujourd'hui, généralement, ils préfèrent quand même garder. Donc, ils sont prêts à aligner et à rajouter quelques zéros. Donc, tester son employabilité, j'ai envie de dire, Fatima, fais le tour des entretiens, vas-y. Fais-toi plaisir parce que, encore une fois, ça booste la confiance en soi et ça vous amène
du pouvoir de persuasion au moment de discuter avec votre entreprise. Entendu, merci. De rien. On a toutes les primes aussi qu'il ne faut pas hésiter à discuter pendant l'entretien quand vous êtes en phase de négociation. Une fois que vous êtes mis d'accord sur la rémunération fixe, il faut envisager les primes. Donc, ça va être de dire, tiens, avant de savoir quelles sont les primes qui sont proposées, c'est est-ce qu'elles sont difficiles à atteindre? Est-ce que dans le service que je vais rejoindre, les autres personnes ont l'habitude d'atteindre leurs objectifs? Est-ce qu'elles sont individuelles? Est-ce qu'elles sont collectives? Est-ce qu'elles sont mensuelles? Est-ce qu'elles sont annuelles? Est-ce qu'il est prévu des primes en cas de dépassement? C'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de dépasser mes objectifs? Il y a tellement de primes qui sont plafonnées. Alors moi, quand je bosse avec des commerciaux, je ne comprends pas qu'on plafonne des primes aux commerciaux. J'ai envie de leur dire, les gars, plus vous vendez et plus l'entreprise gagne. Allez-y, en fait, faites-vous plaisir. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut pas hésiter à poser, sachant que les primes, on peut en avoir dans plein de métiers. Moi, tous les stagiaires, tous les alternants que j'ai pu avoir, ils avaient tous des primes. Donc, ce n'était pas forcément que les commerciaux. Donc, on peut tous avoir des petites primes en plus de temps en temps. Et donc, l'idée, c'est d'arriver aussi à négocier ce genre de choses. Comme ça, on se dit, si jamais la rémunération, on a dû faire un effort sur la rémunération, on a dû la diminuer un petit peu, par contre, sur la partie prime, il va falloir être beaucoup plus exigeant. L'idée de passer de l'une à l'autre, c'est aussi de se dire, OK, très bien, puisqu'on s'est mis d'accord sur la rémunération fixe, qu'en est-il des primes? Qu'avez-vous prévu par rapport à mon contrat? Des fois, ils peuvent dire, je sais pas, on n'avait pas trop prévu ça. Là, vous comprenez bien, c'est quand même un sujet qui est important. J'ai besoin de pouvoir me projeter dans le poste et de savoir comment vous allez me motiver et comment vous motivez les collaborateurs au quotidien. Ça fait notamment partie un petit peu de toute cette tendance, cette mouvance autour du bien-être au travail. On prend soin des collaborateurs, on les motive au quotidien, notamment avec des primes. Et là, vous attendez patiemment. Le jeu du silence aussi en entretien est très important. N'hésitez pas à lâcher, entre guillemets, une bombe, à sourire et à attendre patiemment que l'autre reprenne la main. Parce que généralement, les gens détestent les silences. Quand je suis en phase de négociation, quand on fait des jeux avec les candidats, et que je leur dis « mais vous êtes beaucoup trop cher » ou qu'ils me disent simplement une rémunération, que je les regarde en faisant très souvent, au bout de même pas 5 secondes, 10 secondes, la personne me fait « non, mais on peut peut-être en discuter, peut-être que c'est quelque chose qui peut se voir un peu sur du long terme, des progressions ». Je dis non, respectez le silence. Attendez, vous aussi, le recruteur ne réagit pas, vous n'êtes pas obligé de réagir. Donc, ne baissez pas non plus vos prétentions. N'ayez jamais peur de réagir, en tout cas de ne pas réagir à un silence. Donc voilà, de quelle manière votre entreprise motive-t-elle ses collaborateurs? C'est clairement la petite question que vous pouvez poser pour justifier d'avoir des primes. Puis après, vous pouvez vous renseigner, notamment sur Glassdoor, sur toute la partie des avantages. Des fois, c'est affiché directement. Alors, quand l'entreprise annonce simplement transport en commun et mutuelle pris en charge, ça veut dire qu'ils prennent en charge peut-être que 50%, mais beaucoup d'entreprises prennent au-delà de 50%. Il y en a qui prennent 75%, il y en a qui prennent 100%. Donc là, ça devient un avantage. Et c'est de voir aussi qu'est-ce qui est proposé en avantage, parce que derrière, comme c'est marqué, c'est du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que l'entreprise propose pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous au quotidien. Donc, moi, j'ai connu plein de personnes qui négociaient, en région parisienne, on négocie beaucoup les primes autour du Uber, en disant OK, j'ai droit à X euros d'Uber par mois que je peux dépenser comme je veux à titre perso ou autre. C'est l'entreprise qui le prend en charge pour aider. Encore une fois, c'est plus intéressant pour une entreprise. Forcément, elle ne va pas payer de charges là-dessus. Donc, c'est aussi des petites choses que l'on peut négocier. Important aussi, je regarde l'heure en même temps. La troisième règle, c'est de définir votre zone de négociabilité parce que oui, l'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue quand même fortement. L'idée, ça va être de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Le salaire, c'est une histoire très personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que vous préférez faire un job à côté de chez vous? Est-ce que vous préférez faire un job en full remote, donc 100% télétravail? Est-ce que le statut est important pour vous? Est-ce que le titre est important pour vous? Est-ce que l'ambiance au travail est important? Est-ce que la reconnaissance est important? Est-ce que la rémunération est importante? Est-ce que l'intérêt de la mission prime sur la rémunération? Est-ce que les valeurs sont importantes? Est-ce que l'autonomie dans le travail, la possibilité d'évolution, c'est important? C'est à vous de déterminer ce qui est important. C'est pour ça qu'il ne faut jamais discuter de vos négociations ou de vos propositions de salaire avec quelqu'un d'autre qu'avec vous-même. Souvent, et alors n'écoutez pas vos parents, encore moins, souvent on a cette question genre « Ah bah oui, là j'ai eu un entretien pour tel poste, on me propose
allez, je veux dire 50K, mais je ne sais pas si je le prends. Et puis, vous avez un copain ou une copine de promo qui vous dit, bah ouais, mais attends, moi, pour ce poste, j'ai été payé 55, le prends pas, le poste de 50. Oui, mais peut-être que le collègue de promo, lui, il fait 1h30 ou 2 heures de route. Vous êtes peut-être à 20 minutes de chez vous. Et vous dites, bah, en fait, le confort que j'ai à faire moins de route, moins de trajet, peut-être que j'ai plus de télétravail, peut-être qu'il y a des primes plus importantes. Ben, peut-être que ça, c'est plus important pour moi. Peut-être que j'ai fait une journée d'immersion dans l'entreprise et j'ai adoré l'ambiance, les équipes, et c'est 10 fois plus important pour moi que les 5K qui me montent sur ma REM. C'est OK. L'idée, encore une fois, c'est de définir votre zone de négociabilité. Il n'y a que vous qui savez ce qui est vraiment le plus important pour vous. Donc, n'échangez pas et ne comparez pas votre rémunération avec vos copains, copines et encore moins vos parents, parce que c'est vous qui allez décider. C'est bah, OK, je suis prêt à baisser ma REM parce qu'il y a ça et ça à côté, ou alors bah non, c'est zéro négo parce que de toute manière, il n'y a pas d'avantage et donc je veux le max. Encore une fois, c'est à vous de vous poser ces questions, et ça, ces questions, c'est des questions qu'il faut vous poser tous les 2 ou 3 ans quand vous êtes en poste. Genre, est-ce qu'aujourd'hui, ma rémunération est alignée par rapport à ma zone de négociabilité, par rapport à mes valeurs, par rapport à la reconnaissance, par rapport au statut, par rapport à la formation en interne. Tous ces éléments doivent être revus régulièrement pour arriver à aligner aussi. Imaginons maintenant que, pareil, on vous pose la question, imaginons qu'on est en entretien et que vous annoncez une rémunération. Allez, 50, 55, peu importe. Et là, le recruteur peut vous dire, bah ouais, mais on avait en tête un salaire beaucoup plus bas. Genre, vous êtes trop cher. Mais en même temps, même si on va vous payer un petit peu moins, ça va vous permettre d'avoir des missions beaucoup plus transverses. On peut également revoir le titre pour qu'il soit plus valorisant auprès de nos partenaires externes. Et là, ils vous disent, bah, qu'en dites-vous ? Encore une fois, tout dépend de vous. Une rémunération plus basse, bah, qu'est-ce que vous entendez ? L'idée, c'est de décortiquer ce que dit le recruteur. Qu'est-ce que vous entendez par une rémunération plus basse ? Ensuite, c'est qu'est-ce qui légitime une rémunération plus basse ? Qu'est-ce que vous entendez par mission transverse ? À quoi vous pensez quand vous dites que vous voulez revoir le titre ? Est-ce qu'il y a aussi le grade, l'échelon ? Est-ce que du coup, je passe d'employé, agent de maîtrise à cadre ? Est-ce que ça aussi, c'est intéressant ? Vous allez devoir questionner sur tous ces points. Encore une fois, l'idée, c'est quand on parle rémunération et que le recruteur rentre dans la négo, tous les points qu'il va vous citer, chaque point, c'est une question. Donc, en fait, vous traitez la première question. OK, à quel type de rémunération vous pensiez ? Et derrière, c'est OK, très bien, merci pour cette information. Moi, je la trouve un petit peu basse, votre proposition. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous freine à me payer davantage ? Histoire que la personne vous dise pourquoi vous ne pouvez pas payer plus, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des difficultés ? Est-ce qu'ils ont perdu un projet ? Est-ce qu'ils ont perdu des clients et du coup, ils ne peuvent pas vous payer autant ? L'idée, encore une fois, c'est à l'entreprise de justifier. Donc ça va être important. Ça je vous le mets aussi, c'est important. Le stéréotype de genre, dans la réponse tout à l'heure, il disait oui, on va vous mettre sur des rôles un peu plus transverses. C'est aussi quelque chose qui est souvent attendu auprès des femmes et sur lequel il faut aussi combattre. C'est-à-dire que dans notre manière de communiquer, c'est vrai qu'on a un côté souvent très coopératif, on est souvent axé sur le côté la création de valeurs, de liens, et on le voit, beaucoup de femmes vont vers des métiers liés au social, au côté aidant. Encore une fois, l'éducation, tout ça, vous connaissez le système. Alors que les hommes, ils ont souvent une communication qui est beaucoup plus autour de la compétition, autour de on veut atteindre des objectifs, on veut aller à fond dessus. Donc, ce sont 2 aspects qui sont des fois un peu différents. Et donc, en fait, quand on a une femme qui, elle aussi, est tournée vers la compétition, mais en fait, souvent, c'est mal vu, c'est mal perçu et on ne comprend pas. Alors qu'en fait, elle a le droit aussi. Comme les hommes ont le droit d'aller vers des métiers aidants, plus dans le social, plus dans la com. On veut dire, on a le droit d'aller dans les deux. Mais en fait, ce sont des stéréotypes de genre qui ont été mis en place depuis des décennies où la femme est là pour aider et l'homme est là pour réussir. Et alors, en fait, on a l'impression qu'on ne peut pas échanger. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut combattre. Alors, pas forcément pendant les entretiens, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, il faut en avoir conscience. Et donc, pendant l'entretien, si vous êtes quelqu'un qui est à fond dans la compétition, il faut arriver à le revendiquer pendant toute la durée de l'entretien. C'est-à-dire que la compétition, elle ne démarre pas juste au moment de la négo de salaire. Encore une fois,
Ça démarre pendant toute la phase de l'entretien. Donc, arriver à montrer que vous aimez les chiffres, vous aimez les réussites, vous aimez gagner, c'est pour ça que vous faites du commercial. Donc, c'est arriver à légitimer tout ce parcours que vous avez aujourd'hui. La réussite de l'entretien, comme je le dis très souvent, ça commence au démarrage de l'entretien. Donc, dès la première seconde, c'est comment vous allez ancrer dans la mémoire de votre interlocuteur des informations. Donc, l'idée, c'est quand vous allez démarrer votre pitch d'entretien, c'est de démarrer avec une information forte, terminer potentiellement votre pitch avec un chiffre. Et c'est la raison pour laquelle, lors de mon dernier job, j'ai fait plus 30% sur telle et telle mission. Et j'imagine que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous m'avez convoqué en entretien. Vous aimeriez certainement que je vous en dise davantage. Et hop, on a fini notre pitch. Et du coup, c'est le recruteur qui dit oui, effectivement, ça m'intéresse. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de ça, un peu plus de ci? Mais on a ancré inconsciemment dans son cerveau un chiffre qui va être un chiffre qui va montrer à quel point on est compétent, qu'on va argumenter avec la méthode STAR pendant tout l'entretien. Et quand on va parler rémunération, lui, il avait cette info qu'il a ancrée au démarrage de l'entretien en disant « Ok, elle, elle est bonne, elle est douée, elle sait vendre, elle sait argumenter, elle m'a justifié. » Du coup, la REM qu'elle va me demander, c'est logique. Et j'ai pas envie de lui proposer moins parce que c'est juste pas légitime si je lui propose beaucoup moins. Donc ça aussi, c'est ultra important. Il me reste 15 minutes. Ok, je me dépêche. Un outil que je vous propose, c'est l'outil Crystal. C'est une extension Chrome que vous pouvez utiliser sur Chrome. Et ce qui est intéressant avec l'outil Crystal, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir stalker vos interlocuteurs avant d'aller en entretien. Donc, en fait, ça fonctionne sur la méthode DISC que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, le prochain webinaire, donc c'est Philippe qui l'anime sur la méthode DISC. L'idée, c'est justement de se dire, en fonction de la personnalité de la personne, il faut lui parler d'une certaine manière. Il y a des personnes qui vont aimer les choses concrètes, il y a des gens qui vont aimer justement le challenge, il y en a qui sont plus dans la coopération. Et donc, en fonction de leur personnalité, il faut utiliser certains types de vocabulaire. Et donc, quand vous allez sur le profil d'une personne, typiquement sur LinkedIn, vous activez l'extension Crystal, et ça va vous dire quelle est la couleur de la personne, si elle est bleue, jaune, rouge ou vert, et comment il faut lui parler, quel est son style d'échange, de communication. Comme ça, vous allez pouvoir adapter pendant l'entretien, ce qui va vous permettre d'influencer positivement beaucoup plus facilement la personne. Si jamais en entretien, la personne vous dit non mais c'est pas avec moi que vous allez parler, il vous a demandé votre rémunération, puis vous dit non mais finalement c'est pas avec moi qu'il faut en parler, ça sera avec le manager. Faut pas dire ah d'accord, j'attends alors. Non, c'est très bien, merci, mais j'imagine que vous avez échangé, vous avez préparé cet entretien d'embauche avec le manager et donc que vous connaissez la fourchette de rémunération qui est proposée. Est-ce que je peux au moins connaître ce qui est proposé par l'entreprise pour savoir si je suis dans la fourchette et si c'est intéressant qu'on continue à échanger. Encore une fois, on pose le cadre, vous avez le droit de réclamer, de connaître la rémunération, en tout cas la fourchette qui est proposée. Parce que si ils vont dire, nous on a une fourchette entre 40 et 50, alors que vous êtes déjà à 70, il y a un gap en fait. Donc ça veut dire rapidement, il faut que vous sachiez si ça vaut le coup ou pas de continuer l'entretien. Donc ça, c'est vraiment des petites techniques à utiliser. Ou alors si vous annoncez une rémunération et que eux, leur seule réponse, c'est de dire non, mais chez nous, c'est 5 cas de moins. Par contre, c'est congé illimité, 3 jours de télétravail et 1 semaine par an en team building. Pareil, on va tout découper. Alors déjà, le team building, c'est pas un avantage, c'est pas une valeur incroyable, puis elle est la même pour tout le monde. Le télétravail, même si on a beaucoup d'entreprises qui font machine arrière, du coup, c'est quand même intéressant. Mais c'est pas ce qui doit légitimer une différence de rémunération. Que vous travaillez à la maison ou au bureau, la REM, elle est la même. Donc, c'est juste effectivement un avantage qui est offert à la plupart des collaborateurs, voire à tous les collaborateurs. Donc, on est tous sur le même pied d'égalité. Congé illimité, ne voyez pas ça comme étant un super avantage parce que selon beaucoup d'enquêtes, les entreprises qui ont opté pour les congés illimités, les gens prennent 1 semaine de moins que les congés légaux, c'est-à-dire qu'on a droit à 5 semaines de congés légaux. En règle générale, dans les entreprises où c'est congé limité, les gens prennent à peine 4 semaines. Donc, c'est qu'il y a un problème aussi. Et donc, on va juste tout de suite discuter 5 cas de moins. C'est-à-dire que si vous aviez annoncé 50 ou 60, il vous aurait aussi dit que c'était 5 cas de moins. Donc, tout de suite derrière, c'est très bien. Mais pour quelle raison est-ce 5 cas de moins? Pour quelle raison estimez-vous qu'aujourd'hui, ma compétence ne vaut pas 50 000 ou 58 000? Encore une fois, je pose des questions. L'autre doit justifier pourquoi c'est 5 cas de moins. C'est-à-dire que les 5 cas de moins, il les met quoi? Dans les congés limités, dans le télétravail. Et si vous dites, oui, mais vous comprenez, chez nous, il y a les congés limités, le télétravail.
Très bien, ça, ce sont des avantages que vous offrez aux collaborateurs. Mais moi, sur la valeur que je vous apporte, aujourd'hui, vous êtes bien d'accord avec moi que ma rémunération, ma valeur, elle est dans cette fourchette-là. Et vous êtes bien d'accord avec moi, c'est clairement une technique d'influence qu'il faut utiliser en entretien et notamment en négo pour amener l'autre à être d'accord avec vous. Vous êtes bien d'accord avec moi? Si on vous parle de package aussi, chez nous, le package, il est à 50K. Attention au mot package. Beaucoup de personnes ne font jamais attention. Ils disent « Ah bah oui, c'est très bien, ça me va ». Ben non, parce que package, ça veut dire quoi? Qu'il y a du fixe et des primes qui sont mélangées ensemble. Donc, package, derrière, c'est pareil. On questionne. Très bien, merci pour cette information. Hop, on montre qu'on est d'accord avec la personne. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi est composée la rémunération? De combien est le fixe et de combien sont les primes? Et comme ça, on négocie le fixe et après, on négocie les primes. Donc, on ne dit jamais oui ou OK à un package. Ça, ils sont très doués pour les mettre sur les annonces. Le package est 2. Donc, ça veut dire qu'on a un fixe à 28 ou 30 et qu'on a tout le reste en variable. Encore une fois, il faut questionner. Quand on vous dit « vous manquez d'expérience », Claude qui me dit « comment tu plugs Crystal ?» C'est une extension Chrome. Tu vas directement dans le site de Chrome où tu peux avoir toutes les extensions. Et en fait, tu as juste à la télécharger. Mais il faut bosser sur Chrome. Ça, vous allez réutiliser la petite phrase, le fameux « vous êtes bien d'accord avec moi ». Donc, la petite phrase, c'est si vous m'avez contacté, c'est que vous estimez que je peux faire le job. Pourquoi me contacter après avoir sélectionné mon CV pour me reprocher mon manque d'expérience? Vous êtes bien d'accord avec moi? Et le petit côté, vous êtes bien d'accord avec moi que votre question, elle est complètement débile, en fait. Dire, vous manquez d'expérience, vous êtes trop jeune. Quand on vous dit, l'alternance, c'est pas de l'expérience, du coup, pourquoi vous souhaitez me recruter si vous estimez que les 2 années d'alternance que j'ai passées dans votre entreprise ne sont pas de l'expérience? Ça veut dire que pendant 2 ans, vous n'avez pas apprécié le travail que j'ai fourni. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tous les chiffres que j'ai exposés, ça ne vaut rien aujourd'hui pour vous? Peut-être que je devrais aller rencontrer d'autres entreprises. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Encore une fois, c'est plus vous prenez le truc un peu avec de l'ironie, et plus l'autre va dire « ouais, là, ce que j'essaye un peu de lui dire, du coup, ça ne prend pas. » Et forcément, il va aller davantage dans votre sens. Ça, c'est vraiment plein de petites techniques que vous pouvez utiliser. La pire que j'ai entendue récemment, c'est une entreprise qui a balancé à une entreprise, il y a un candidat, vous avez conscience que la conjoncture en France est difficile. On peut l'associer au fait que, côté candidat, vous avez trop souvent tendance à dire « non, mais je veux cette rémunération, comprenez, à Paris, la vie, elle est chère. » Alors là, je vous mets un no-go, un red flag direct. Ça ne me concerne pas, la vie chère à Paris. Déjà, moi, je suis dans le 77. En disant « mais je ne vous oblige pas à vivre dans Paris. Vous pouvez très bien aller vivre en première ou en deuxième couronne. Donc, libre à vous de vouloir payer un loyer très cher pour être dans Paris, mais je ne vous y oblige pas. » Donc, en fait, ce n'est pas à l'entreprise de prendre en charge, entre guillemets, le coût de la vie. Et donc, de même, ce n'est pas à l'entreprise de vous dire « non, mais la conjoncture en France, elle est difficile. » Là, la technique, encore une fois, c'est d'utiliser un biais de conformité dans ces cas-là. C'est effectivement, on est d'accord avec l'interlocuteur, effectivement, j'ai aussi constaté l'augmentation du coût de la vie, tout comme vous, on montre qu'on est d'accord avec lui, mais rassurez-moi, votre entreprise se porte bien ou dois-je m'en inquiéter? Encore une fois, c'est de dire, mais gars, si la conjoncture va si mal que ça, est-ce que tu as les moyens de recruter? Parce que si tu n'as pas les moyens de recruter, on arrête l'entretien tout de suite. L'idée, c'est de montrer que vous avez de l'aplomb, que vous êtes compétente et que vous connaissez la valeur, enfin, que vous connaissez votre valeur et que vous savez mettre des mots dessus et que vous n'allez pas négocier à la baisse parce que vous êtes une femme. C'est non, je connais ma valeur, je connais le marché du travail. Oui, je sais qu'en ce moment, c'est un peu la crise, c'est un peu difficile, mais j'imagine que si vous voulez me recruter, c'est justement pour que je vous aide à gagner davantage d'argent, n'est-ce pas? Le petit n'est-ce pas à la fin, il vous aidera toujours. Et je terminerai là-dessus, le fait d'être parfait jusqu'au bout. Si vous devez accepter une offre, demandez toujours une promesse d'embauche. Dessus, pour que ce soit indiqué le titre que vous allez avoir, votre date d'embauche, la rémunération, si vous avez des primes, potentiellement même la convention collective, vous avez plein d'informations qui doivent être affichées sur la promesse d'embauche.
Et relisez toujours votre contrat avant de le signer. C'est-à-dire que si on vous donne votre contrat le premier jour de votre arrivée, ne le signez pas sur un coin de la table. Ramenez-le chez vous, lisez-le attentivement et vérifiez bien que tous les points qui sont indiqués dans le contrat correspondent à ce qui a été dit pendant les entretiens ou ce qui a été écrit dans la promesse d'embauche. Parce que trop souvent, il y a une différence et je vois beaucoup de jeunes diplômés se faire avoir et d'avoir des différences, que ce soit au niveau des primes, mais même au niveau du fixe. C'est-à-dire que subitement, le net devient le brut. Alors là, c'est one again dans les entreprises. Ils disent non, mais ça va passer crème. Le problème, c'est que si vous signez votre contrat, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Vous pouvez dire non, mais j'ai signé, mais je me rends compte que ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Ouais, mais tu as signé. Donc, tu as signé, ça vaut contrat. Ça veut dire que tu as accepté. Donc, on prend toujours le temps de lire son contrat. Et si jamais vous devez décliner l'offre parce que l'entreprise finalement ne vous convient pas, eh ben, pareil, on prend son téléphone, on remercie pour l'entretien, on garde contact avec le recruteur, le manager, peu importe qui en a rencontré, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être une technique de renégociation en disant, écoutez, je vous appelle parce que, comme vous devez vous en douter, j'ai passé plusieurs entretiens pour vous et pour d'autres entreprises. Malheureusement, je ne vais pas donner suite à la proposition que vous m'avez faite. Je vais privilégier une autre entreprise qui s'est davantage alignée sur mes prétentions salariales. Mais en tout cas, je voulais vous remercier. J'ai beaucoup apprécié les valeurs de l'entreprise et les missions que vous proposiez. Et là, très souvent, que ce soit le RH ou le manager, alors, soit ils vous disent, bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Soit ils vous disent, non, mais si c'est juste une question de rémunération, on peut en rediscuter. Parce que dès lors que vous êtes plus sur le marché, subitement, vous devenez mais sexy et tout le monde s'arrache vos compétences. Et donc, en fait, le fait de dire, en fait, je vais plutôt aller chez quelqu'un d'autre parce qu'ils sont plus généreux. Là, dans le cas, c'est, non, mais attendez, revenez, on n'avait pas vraiment fini de négocier. Ah bon? Ok. Mais vous pourriez vous aligner à la rémunération. Vous pourriez me faire une promesse d'embauche m'indiquant que vous êtes prêt à vous aligner sur la rémunération de l'autre entreprise. Ok, dans ces cas, effectivement, moi qui avais très envie de travailler avec vous, je serais ravie de rejoindre votre entreprise. Encore une fois, l'idée, c'est de jouer dessus et de montrer que vous avez de l'aplomb, vous avez confiance en vous et que vous n'avez pas peur de négocier. Si vous avez peur de négocier, si vous manquez de confiance en vous, ça se sent en entretien et forcément, beaucoup d'entreprises vont jouer dessus. Elles ne devraient pas, je suis d'accord, mais beaucoup vont jouer dessus pour faire baisser la rémunération. Donc, n'ayez jamais peur de négocier. Et ce sera du coup le mot de la fin. Préparez-vous, entraînez-vous, miroir, miroir, miroir. Mon beau miroir, dis-moi qui est celle qui va gagner le plus d'argent à ma prochaine négociation de salaire. Et vous, bien sûr. Et puis, je suis là. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci, Amélie. Merci, Amélie. Que tu tiens le ton. Oui, je voulais pas me faire engueuler. Merci à toi. C'est toujours très intéressant d'apprendre toujours plein de choses. Chloé, merci pour ta participation active. Alix Masco, bravo pour ton nouveau poste. Plein de réussites dans tes nouvelles fonctions. Et puis, merci à toutes, mesdames, de ce rendez-vous entre femmes aujourd'hui. C'est très bien. Merci encore, Amélie. Et merci pour Crystal. Je l'ai plugué, ça y est. Franchement, c'est canon. C'est canon et déjà rien qu'avec la version gratuite, on peut faire énormément de choses avec Crystal.